bonsoir à tous, à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, justement, nous discutions si nous commencions le discours avant ou pas, et Jean-Pierre me faisait remarquer que 2 minutes avant, c'était, si on remontait au Big Bang, c'était tout se passait en 2 minutes, donc qu'il fallait quand même attendre un petit peu. Donc nous avons attendu et commençons donc à l'heure. Jean-Pierre est directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il a passé un certain nombre d'années, je crois, au laboratoire de Meudon à Paris, et puis aussi dans d'autres laboratoires, Nice, Grenoble et d'autres. Mais il est surtout rattaché maintenant à Marseille. Il est tellement connu que son nom a été donné à un astéroïde en reconnaissance de la contribution à la discipline. Il est spécialiste évidemment de l'origine de l'univers jusqu'au trou noir, jusqu'à l'apparition des trous noirs et son concept d'univers chiffonné. C'est également un grand vulgarisateur. Il a reçu entre autres le prix européen de la communication scientifique en 2007. C'est enfin un écrivain, un poète, qui a notamment publié plusieurs livres d'histoire et de sciences traduits dans de nombreuses langues, dont l'espagnol. Je profite de la venue de Jean-Pierre pour remercier également l'association APM, grâce à qui d'ailleurs nous avons pu avoir Jean-Pierre Luminet ce soir. Je rappelle que Jean-Pierre est déjà venu ici, dans les mêmes locaux, il y a un peu plus d'1 an, le 27 janvier 2014, très exactement. Il a donc un lien particulier avec l'Espagne et avec le public madrilène. Merci. Bonsoir, buenas tardes. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux en cette soirée. Certains ont peut-être renoncé à regarder le match de basket opposant la France et l'Espagne. Bien. Donc je vous remercie particulièrement. Oui, il faut passer une soirée pour écouter un petit peu l'état des lieux sur ces vieilles interrogations sur l'univers, origine et évolution de l'univers. C'est pour moi un grand plaisir de revenir ici à l'Institut pour aborder ce fascinant sujet. Cette célèbre gravure du XIXe siècle rappelle que l'homme a toujours cherché à voir au-delà des apparences, symboliquement. Pendant de nombreux siècles, l'homme se représentait un univers relativement petit, disons un petit peu à sa mesure et à sa taille, et avec la grande révolution astronomique initiée par Copernic, qui s'est poursuivie donc au XVIe siècle jusqu'à nos jours, bien entendu. Cette vision de l'univers s'est considérablement élargie. On a un univers fascinant, absolument immense. On ne sait pas encore s'il est fini ou infini, mais en tout cas il est immense, peuplé d'une variété d'objets, tous plus fascinants les uns que les autres. Et donc c'est la démarche de l'astrophysique, plus particulièrement d'une branche de l'astrophysique qu'on appelle la cosmologie, que de s'intéresser aux caractéristiques globales de l'univers dans lequel nous évoluons. A-t-il une origine? Est-il fini, infini? Quelle est son évolution? Derrière ces interrogations millénaires, il y a évidemment aussi des interrogations qui sortent du champ strict de l'investigation scientifique, qui sont des interrogations de nature plus philosophique. Ce sont les 3 fameuses grandes questions: qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, que j'ai choisi d'illustrer par le célèbre tableau que Paul Gauguin a peint en 1897, qui portait précisément ce titre. Le qui sommes-nous, transposé dans le domaine des sciences de l'univers, c'est une interrogation sur la singularité ou pas de la vie dans l'univers. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes même en principe des êtres conscients, mais déjà d'être vivant c'est pas si mal. Est-ce que c'est quelque chose de très singulier dans l'univers, ou est-ce que la vie est répandue dans l'univers? C'est une très ancienne question, comme vous le savez.
D'où venons-nous? C'est la grande question sur les origines. Quelle est l'origine des astres que nous connaissons? L'origine de la Terre, l'origine du Soleil, des étoiles, des galaxies. Y a-t-il même une origine à l'univers? Ce sont évidemment les modèles du Big Bang qui permettent de répondre en partie à ces vastes questions. Mais où allons-nous? C'est au contraire à partir du moment où nous avons une description efficace de ce que nous connaissons, cette description doit être capable également d'être prédictive, c'est-à-dire de faire des prédictions sur le futur. Et donc, où allons-nous? C'est quel est le sort futur de la Terre, du Soleil, des étoiles et de l'univers dans son ensemble. Donc, voilà, c'est l'ambition de ce sujet que je veux raconter ce soir. Donc, ça a à faire avec ce que l'on peut appeler l'évolution cosmique. Donc ce schéma symbolique, est-ce qu'il serait possible de baisser les lumières pour avoir peut-être une meilleure visibilité sur l'écran? Bien. Donc ce schéma suggère qu'à partir d'une configuration initiale, qu'on va appeler le Big Bang, représenté ici par un point d'interrogation, parce qu'il y a encore de nombreux problèmes qui ne sont pas compris à ce point précis du Big Bang, nous avons une physique correcte, essentiellement la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique, pour décrire la succession des événements dans l'univers. À partir donc de cette origine, merci, jusqu'à nos jours, et puis après extrapoler dans le futur. Alors cette évolution cosmique, donc on peut la prendre évidemment dans le sens chronologique, mais sur le plan de la pédagogie, c'est plus simple de la prendre à reculons, c'est-à-dire en partant plutôt de ce que nous connaissons aujourd'hui et de remonter progressivement dans le passé lointain de l'univers. D'ailleurs, l'astronomie nous invite à ce chemin particulier, puisque vous savez, c'est une donnée fondamentale de l'astronomie, que lorsque l'on observe avec les télescopes des objets lointains, nous les observons forcément dans notre passé, puisqu'il faut attendre que la lumière de ces objets nous parvienne. Donc tous les objets lointains que nous observons, les étoiles, encore plus les galaxies, on les voit aujourd'hui, mais à l'époque où ils ont émis leur lumière. Donc automatiquement, dès que nous explorons l'espace lointain, nous explorons également le passé de l'univers. Donc c'est une démarche naturelle de l'astronomie et de l'astrophysique que d'élargir, à mesure que nous élargissons notre champ d'investigation spatiale, nous également plongeons dans le passé lointain de l'univers. Et justement, l'une des découvertes les plus fascinantes de la science, toutes sciences confondues, au XXe siècle, c'est de découvrir qu'on ne peut pas remonter indéfiniment loin dans le passé de l'univers. Nous heurtons et nous butons sur une origine encore mal connue de l'univers, ce fameux Big Bang, qui, je vous le dirai tout à l'heure, nous permet de remonter tout de même à 14 milliards d'années dans le passé de l'univers. Alors, comment nous faisons cette étude pour progressivement remonter vers ce point d'interrogation? Bien, nous avons évidemment des instruments qui nous permettent d'observer les phénomènes, et puis après nous avons des théories qui nous permettent d'interpréter ces données. Alors pour les instruments, eh bien, il y a ce qu'on peut appeler traditionnellement les télescopes. Plus généralement, on va appeler ça des détecteurs de photons, parce que vous savez sans doute que la lumière ordinaire n'est qu'un sous-ensemble, un phénomène beaucoup plus général, le rayonnement électromagnétique, qui comprend aussi bien la lumière visible habituelle que les ondes radio, l'infrarouge, les micro-ondes, les rayons X, l'ultraviolet, et tous ces rayonnements électromagnétiques sont émis par les astres lointains. Et aujourd'hui, nous disposons d'une panoplie de télescopes au sol, comme vous le voyez ici, une série de télescopes qui sont installés au nord du Chili. Ce sont d'ailleurs des télescopes européens, que l'on appelle VLT, Very Large Telescope. Et puis, nous avons également des télescopes qui sont dans l'espace, qui nous permettent à la fois d'échapper au filtre de l'atmosphère terrestre qui perturbe les images, mais également qui nous permet de capter des rayonnements électromagnétiques qui ne parviennent pas au sol parce qu'ils sont arrêtés
par les couches supérieures de l'atmosphère. Et donc nous avons aujourd'hui une panoplie complète de télescopes au sol et dans l'espace qui nous permettent d'observer l'univers sous toutes les longueurs d'onde. Et puis, en fait, on a compris également au XXe siècle, grâce au développement également de la physique fondamentale, que nous recevons des messages des astres lointains, pas seulement sous forme de rayonnement électromagnétique, mais sous d'autres formes. Alors, par exemple, il y a des particules assez fascinantes que l'on appelle les neutrinos, qui sont émises à foison, notamment par le cœur des étoiles, comme le Soleil, et ces particules véhiculent une information que ne transporte pas la lumière. Donc, concevoir des détecteurs de neutrinos, une sorte de télescope, si vous voulez, nous permet d'accéder à une autre fenêtre sur l'univers, qui nous permet donc d'appréhender des phénomènes que nous ignorerions en nous en tenant seulement à la lumière. Donc, le cliché que j'ai mis en haut, c'est un détecteur, un télescope à neutrinos. Alors, c'est un instrument un peu particulier, ça ne ressemble pas du tout, évidemment, à un télescope électromagnétique. En fait, c'est une grande piscine. Dans cette sphère, il y a de l'eau, et c'est ça le détecteur. Et cette sphère, elle est sur des kilomètres de roches. En fait, ça, c'est un détecteur qui est au Japon. Les roches servent à absorber toutes les particules de l'univers, à l'exception des neutrinos. Car les neutrinos ont cette propriété fascinante d'être pratiquement ignorants de la matière ordinaire. Donc ils nous traversent, et ils traversent la Terre comme si elle n'existait pas. Donc ça a été un défi technologique extraordinaire que de construire un détecteur matériel de neutrinos. Donc on commence par l'isoler de toute autre forme de perturbation. On est certain qu'au niveau du détecteur, il n'y a que les neutrinos qui arrivent. La plupart des neutrinos traversent le détecteur sans s'en apercevoir de son existence, mais malgré tout, la probabilité qu'il y ait quand même une interaction n'est pas complètement nulle, elle est faible mais pas nulle. Et donc, chaque jour, il y a des petits éclairs qui sont captés tout autour, qui signalent l'interaction d'un neutrino avec une molécule d'eau, et c'est comme ça qu'on a un détecteur de neutrinos. Et on peut observer des régions de l'univers qui, autrement, sont totalement opaques à la lumière. Par exemple, le cœur direct du Soleil, on peut le voir d'une certaine façon, grâce aux neutrinos qu'il émet. Et puis, ici, j'ai mis une vue en coupe du fameux grand accélérateur de particules installé au CERN, près de Genève. On n'y fait pas d'astronomie au sens habituel du terme, on y fait de la physique des particules. On accélère des particules élémentaires à des vitesses très proches de la lumière grâce à des champs magnétiques. On les fait tourner dans un gigantesque anneau circulaire de 27 km de circonférence. On fait circuler des faisceaux de particules dans des directions opposées. À un moment, on les fait rentrer en collision. Et comme ces particules voyagent à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, leur énergie est énorme. Et donc on recrée, pendant quelques fractions de secondes, au moment des collisions, on recrée des conditions que le très jeune univers, il y a très longtemps, c'est-à-dire peu après le Big Bang, a connues. Des températures extraordinaires, par exemple 1 million de milliards de degrés. Aujourd'hui, aucun endroit de l'univers n'est aussi chaud, sinon artificiellement dans notre accélérateur de particules. Mais l'univers, notre univers, a été aussi chaud au bout de quelques milliardièmes de seconde. Et donc on reconstitue au laboratoire ces conditions. Donc on a aussi un moyen expérimental d'appréhender des conditions physiques de l'univers qui échappent à l'observation directe. Donc ça, c'est quelques-uns des outils. Après, comme je vous le disais, grâce à ces outils, on va récolter un nombre énorme de données de tout ordre. Après, il faut interpréter ces données. C'est-à-dire il faut donc forcément des grilles de lecture, des modèles théoriques pour interpréter ces données. Les deux grandes grilles de lecture de la physique moderne sont deux théories magnifiques qui ont vu le jour il y a à peu près 100 ans. Donc la relativité générale d'Einstein, c'est il y a exactement 100 ans, puisque les équations de la relativité générale ont été proposées au mois de novembre 1915. Donc cette année est le centenaire des équations de la relativité générale. Donc la relativité générale d'Einstein, c'est une théorie fascinante qui traite de la gravitation. Qu'est-ce que c'est que la gravitation? Et elle nous dit que la gravitation, c'est quelque chose de plus subtil, plus complexe, et donc finalement plus profond et plus intéressant que ce qu'on apprend à l'école, mais qui marche, c'est vrai, ça marche bien dans la vie de tous les jours. C'est la théorie de Newton, l'attraction universelle, qui nous dit que finalement les corps massifs
émettent une force d'attraction. Voilà, et donc ça peut expliquer, et ça explique assez correctement le mouvement des planètes et tout un ensemble de choses. Oui, mais dès qu'on essaie d'aller un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que cette description n'est pas complètement satisfaisante, et il faut aller plus loin, et c'est la relativité générale d'Einstein qui va plus loin en nous proposant un tout autre schéma de la gravitation, mais qui remet en cause même notre perception de l'espace et du temps. Et donc, symboliquement, on voit sur le dessin que j'ai mis que l'idée de base de la relativité générale, c'est que nous vivons dans un espace-temps élastique d'une certaine façon. L'élasticité, donc il n'est pas rigide, il n'est pas figé, cet espace-temps, il a une forme, et cette forme dépend de la masse des corps qui se trouvent là. Et donc, lorsqu'il y a un corps massif, il déforme la géométrie de l'espace, le tissu élastique, il creuse un petit puits qui est un puits de gravitation. Et ce qu'on va appeler gravitation, ce n'est plus une force particulière, c'est juste la manifestation de cette courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire les objets qui vont se propager au voisinage des masses vont en ligne droite, mais dans un espace courbe, et donc ils vont avoir les trajectoires qui sont observées dans l'univers. Donc ça, c'est l'idée de base de la relativité générale. J'y reviendrai peut-être légèrement tout à l'heure. La deuxième théorie fondamentale, c'est la physique de l'infiniment petit, la mécanique quantique, qui a été élaborée par plusieurs brillants esprits. Bon, ici j'en ai mis deux, j'ai mis Niels Bohr et Heisenberg, mais on peut mettre Schrödinger, Dirac et bien d'autres. Donc c'est au contraire la théorie qui s'intéresse à ce qu'on appelle infiniment petit, même si ce n'est pas infiniment petit, disons-le très petit, c'est-à-dire au niveau, d'abord la structure des atomes. Au début du XXe siècle, il s'agissait de comprendre la structure des atomes, et puis au-delà, on a compris que l'atome était constitué de particules plus élémentaires, un noyau, et ainsi de suite. Et essayer, il y a une quête d'essayer de comprendre quelles sont finalement les interactions fondamentales et quelles sont les particules les plus élémentaires. C'est la mécanique quantique, qui également remet en cause beaucoup des conceptions classiques que l'on se faisait sur les paramètres, les grandeurs physiques. Donc on a eu deux révolutions scientifiques dans les deux champs de la physique fondamentale qui nous permettent aujourd'hui donc d'appréhender les phénomènes de l'univers. Bien, alors ceci étant posé, maintenant un petit rappel, avant d'aller un petit peu plus loin, sur finalement les objets qui sont dans l'univers, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies, comment ça comment ça s'emboîte. Et donc, je vous ai préparé une série de diapositives qui vous montrent en fait des échelles de distance différentes. Ici, on est à l'échelle simplement un petit peu minimale en astronomie, la taille d'une planète. Une petite planète comme la nôtre, 10 000 km, disons. Maintenant, on va changer d'échelle. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on était sur un vaisseau spatial, on quittait la Terre et on prenait des clichés de la région que l'on quitte. Et donc, on a des élargissements progressifs. Donc, faisons cela. Et donc, la Terre, dans le cliché suivant, voilà, devient simplement l'une des planètes d'un système qu'on va appeler le système solaire interne. Ce n'est pas le système solaire dans sa totalité, mais c'est le système solaire qui nous est relativement familier, c'est-à-dire donc une étoile, le Soleil, autour de laquelle gravitent une dizaine de corps principaux, les planètes, et puis après des millions de comètes, des astéroïdes, et ainsi de suite. On est grosso modo à une échelle de 10 milliards de kilomètres. C'est la taille typique du système solaire interne. En fait, le vrai système solaire, c'est beaucoup plus vaste que cela. Le système solaire ne s'arrête pas du tout aux planètes lointaines que sont Pluton, Neptune. Au-delà, il y a encore beaucoup de corps qui sont tous liés à la gravité du Soleil. Et donc, si on devait représenter le système solaire, ici, évidemment, ce ne sont pas des images, ce sont des reconstructions infographiques. Donc, voici la reconstruction infographique du vrai système solaire. Voilà, ce serait ça. C'est-à-dire en fait des millions, des milliards de corps qui sont tous liés à la gravité du Soleil et qui occupent en fait une zone de l'espace, par rapport à nous extrêmement vaste, mais très petite par rapport au reste de l'univers, comme on va le voir. La taille approximative du système solaire, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Alors déjà, on est un peu perdu dans ces chiffres astronomiques, 10 000 milliards. Alors il se trouve qu'il y a une unité de distance en astronomie que vous connaissez sans doute, l'année-lumière. C'est la distance qui est parcourue par la lumière en une année. Et à la vitesse
connu de 300 000 km par seconde, quand on fait le calcul, cela fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc il se trouve que notre petite région de l'univers dans laquelle nous vivons et évoluons, notre système solaire, sa taille, c'est de l'ordre de cette unité fondamentale de distance en astronomie. Et il se passe donc beaucoup de choses dans le système solaire. Et jusqu'au XVIIe siècle, beaucoup pensaient que l'univers se réduisait au système solaire. Et il a fallu les développements ultérieurs de l'astronomie pour comprendre, par exemple, que les étoiles que l'on voit dans le ciel, ce sont d'autres systèmes solaires lointains. Et donc la vision s'est élargie. Alors, repassons aux images astronomiques. Notre système solaire, en faisant un zoom arrière, va devenir un point, c'est-à-dire va devenir une étoile, dans ce cliché qui nous montre un champ d'étoiles. Alors on repasse à de vraies images d'astronomie. On a une petite région de l'univers, un peu notre voisinage d'étoiles, où on a une échelle d'environ 1000 années-lumière. On observe donc les étoiles proches. Donc dites-vous bien que chacun des points brillants que vous voyez sur ce cliché, c'est potentiellement un système stellaire, un système solaire, avec vraisemblablement des planètes autour, tout un ensemble de choses. Et ceci, en fait, un panorama déjà considérablement agrandi par rapport à notre système solaire, ne représente en fait qu'un tout petit bout d'une structure plus vaste qui s'appelle une galaxie. Vous savez sans doute que les étoiles se rassemblent dans de vastes systèmes qu'on appelle des galaxies, et nous faisons donc partie d'un de ces systèmes et d'une galaxie particulière qui, comme vous le savez, s'appelle la Voie lactée. Donc, faisons à nouveau ce zoom arrière. Cette région-là va devenir une région très petite de cette structure plus vaste. On est passé à une échelle d'environ 100 000 années-lumière. C'est l'image d'une galaxie. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la Voie lactée. On n'a pas pu sortir pour la photographier. Mais il se trouve qu'il existe d'autres galaxies qui ressemblent à notre Voie lactée, en quelque sorte des jumelles de notre galaxie. Et donc voici l'une des photographies de ces galaxies-là. Ça pourrait très bien représenter notre Voie lactée vue de loin, un système donc aplati que l'on voit ici par la tranche, et qui contient 3 à 400 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Le Soleil étant donc l'une simplement de ces étoiles, et si c'était notre galaxie, le Soleil se trouverait à peu près ici. Et puis jusque dans les années 1920, donc il y a un peu moins d'un siècle, beaucoup pensaient que l'univers se réduisait à une galaxie, la nôtre. Et puis on a commencé à découvrir qu'il y avait d'autres galaxies. Alors regardez bien le cliché suivant. Une galaxie, déjà gigantesque, 100 000 années-lumière, 400 milliards d'étoiles, va devenir un simple point du cliché suivant. Regardez ça, voilà. Dans cette image astronomique prise par un grand télescope, on a ce qu'on appelle un champ de galaxies. C'est-à-dire chaque point brillant que vous voyez, c'est une galaxie. C'est plus une étoile, c'est une galaxie. Vous imaginez? Et alors on a une échelle, disons, de 100 millions d'années-lumière, typiquement la taille de cette région-là, et la distance. Voilà. Et donc, vous voyez un univers, il n'y a pratiquement pas de noir dans le cliché. Tout semble rempli de points lumineux qui sont des galaxies. Alors on pourrait croire que c'est un vaste morceau de ciel, tellement qu'il y a de galaxies. Mais en fait, c'est un tout petit morceau de ciel. Le champ de vue de ce télescope-là correspond à peu près au champ qui serait découpé par une tête d'épingle tendue à bout de bras. Prenez une tête d'épingle, vous tendez à bout de bras, vous avez une petite boule, la tête d'épingle, ça découpe sur le ciel un morceau minuscule. Mais à travers ce morceau minuscule, vous mettez un grand télescope, vous attendez quelques heures et vous voyez ça, 10 000 galaxies dans ce petit morceau de ciel. Donc vous vous dites, si je promène mon aiguille partout, pour scanner entièrement la voûte céleste, je vais avoir une idée du nombre total de galaxies qu'il y a dans l'univers observable. Je ne parle même pas de l'univers réel, dont on ne sait pas encore s'il est fini ou infini, mais déjà l'univers observable. Et quand on fait ce calcul-là, s'il y a 10 000 galaxies dans un champ aussi petit, ça veut dire qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'ensemble de l'univers observable. Alors d'ailleurs, on va faire un petit peu un zoom successif, c'est-à-dire on va encore plonger de façon plus précise, et on a ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire on observe une région du ciel où il n'y a que des galaxies extrêmement lointaines. On a une échelle d'environ 1 milliard d'années-lumière. Et là, c'est quand même le moment de rappeler ce dont j'ai parlé tout au début, ce décalage temporel auquel nous sommes conduits
nécessairement dès que nous observons au loin, puisque les objets que vous voyez là, les galaxies, nous les voyons aujourd'hui, mais telles qu'elles étaient au moment où elles ont émis leur lumière. Et certaines de ces galaxies, par exemple les galaxies en jaune que vous voyez là, sont si loin, elles sont à plusieurs milliards d'années-lumière, qu'on les voit seulement aujourd'hui. Mais on les voit à 5 milliards d'années dans le passé. Et certaines d'entre elles existaient, donc on les voit aujourd'hui à une époque où la Terre n'existait même pas encore, puisqu'on va voir tout à l'heure que la Terre n'a que 4,5 milliards d'années. Donc vous vous rendez compte, avec les télescopes, on voit aujourd'hui des objets qui existaient avant même que notre petit monde à nous existe. Donc ça nous permet effectivement de remonter fantastiquement loin dans le passé de l'univers. Et le zoom ultime, il conduit à une image un peu plus complexe, que je décoderai seulement en fin de conférence, et pas maintenant, mais qui nous montre finalement la frontière, la limite de l'univers observable, jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Nos observations se heurtent à une sorte de mur qui correspond en fait à la première lumière qui a été émise dans l'histoire de l'univers. Et au-delà, on n'a pas de lumière. Au-delà, on peut aller au-delà, mais par des théories, mais pas directement par l'observation. Et donc, ce mur de lumière, c'est ça. Alors ça ressemble, c'est pas très spectaculaire a priori, ça ressemble pas du tout à une image d'astronomie, c'est pourtant peut-être l'image la plus importante pour l'instant, jamais acquise dans l'histoire de l'astronomie. Ça nous montre l'univers tel qu'il était il y a 13,7 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans l'espace et donc tellement loin dans le passé que l'on observe l'univers à peine formé. Et ce jeune univers n'avait pas encore eu le temps de fabriquer des étoiles, des planètes, des galaxies. À cette époque, l'univers n'était qu'un gaz extrêmement chaud, une sorte de plasma, extraordinairement chaud. Et dans ce gaz extrêmement chaud, qui était en expansion, parce que je vous dirai tout à l'heure que l'univers, je vous rappellerai que l'univers est en expansion, dans ce gaz chaud en expansion, il y avait des petits grumeaux, des irrégularités. Ces grumeaux sont codés ici par des fausses couleurs. Donc ce que l'on voit, c'est une reconstitution de la voûte céleste tout entière, mais des frontières observables de la voûte céleste, qui nous permet donc de remonter et de voir l'univers naissant avant même qu'il ne fabrique les structures astronomiques. Et bon, je reviendrai tout à l'heure sur cette carte absolument étonnante qui nous permet de comprendre les paramètres fondamentaux de l'univers et d'estimer donc son âge, sa composition, son destin. Bien. Alors on va revenir maintenant plus proche de nous, après avoir fait ce grand voyage préliminaire. On va d'abord s'intéresser, on va revenir sur Terre, s'intéresser à la vie, puisque c'est l'une des grandes questions fondamentales. Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Donc il faut comprendre comment la vie déjà est apparue sur Terre. Alors ce n'est pas seulement du domaine de l'astronomie, bien entendu, c'est également le domaine de la biologie et beaucoup de disciplines. Alors, comment la vie est apparue sur Terre? Eh bien, on n'a pas une certitude absolue, mais on a quand même quelques idées. On pense d'abord que la vie, c'est le résultat d'une évolution physique et chimique complexe. C'est-à-dire, même s'il n'y en a pas de bonne définition de la vie, on pense qu'il faut une chimie du complexe pour fabriquer des organismes vivants. Cette chimie du complexe, c'est la chimie du carbone. Le carbone est un atome qui permet de s'associer à beaucoup d'autres atomes pour faire de grosses molécules, et notamment les molécules qu'on va appeler prébiotiques, c'est-à-dire les molécules que l'on pense être les bases constituantes de la matière vivante. Les acides aminés, par exemple, en font partie. Et puis dans l'histoire de la Terre, puisque pour l'instant la Terre est le seul lieu où l'on sait de façon certaine que la vie est apparue, il y a eu cette transition, ce saut encore mal compris entre les molécules prébiotiques et les premiers organismes vivants qui étaient des bactéries monocellulaires extrêmement simples. Et ce saut a dû se dérouler il y a 3,8 milliards d'années, donc assez tôt dans l'histoire de la Terre. Et ce saut n'est pas bien compris parce qu'on n'a pas réussi à le recréer artificiellement au laboratoire. On a essayé, on n'est pas parvenu au laboratoire. On fait artificiellement, on recrée les conditions qui permettent de fabriquer des molécules prébiotiques à partir d'un matériau initial très simple, un peu d'eau, un peu de carbone et des ultraviolets, mais on n'arrive pas à fabriquer des bactéries. Donc, il reste cette interrogation, quelles sont vraiment les conditions nécessaires pour fabriquer de la vie? Et donc après, on va essayer de voir si ces conditions peuvent être transposées ailleurs dans l'univers.
Alors, actuellement, on se dit, au moins, pour fabriquer de la vie, il faut 3 ingrédients. Au moins. Il en faut peut-être davantage, mais au moins, il faut la chimie organique, donc du carbone. Pour ça, pas de problème, il y a du carbone un peu partout dans l'univers. Il faut un liquide pour propager les interactions électromagnétiques entre les molécules. Ben, c'est l'eau, le liquide le plus naturel. Il y en a un peu partout dans l'univers. Et puis il faut de l'énergie, évidemment. Alors donc c'est un pari que de dire, si on a de l'énergie, il y en a partout. De l'eau à l'état liquide, il y en a pas mal. Du carbone, il y en a partout. Dans certaines conditions, la vie peut apparaître. Et donc pas seulement sur Terre, mais ailleurs dans l'univers, puisque évidemment ces conditions physiques et chimiques existent à un grand nombre d'exemplaires dans l'univers. C'est un pari. On ne sait absolument pas si c'est suffisant pour fabriquer de la vie. C'est la raison pour laquelle la question de la vie ailleurs dans l'univers n'est pas encore réglée, mais on commence à explorer d'autres lieux. Alors vous savez par exemple qu'il y a l'exploration martienne. Donc quand on observe la planète Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau dans le passé martien, comme le montre ce cliché, montrant donc les restes donc, de structures, les rivières qui ont coulé dans le passé martien. Et puis Mars s'est asséché. Donc si on considère le pari de l'apparition de la vie comme possible, les conditions physiques et chimiques sur Mars il y a quelques milliards d'années étaient identiques aux conditions de la Terre, de la jeune Terre. Donc si la vie est apparue sur Terre, la vie a pu apparaître également sur Mars à peu près à la même époque. Mais après, les destins des deux planètes ont bifurqué. S'il y a eu de la vie sur Mars, ça s'est arrêté assez tôt. Et l'espoir, ce serait simplement qu'il reste des fossiles, des bactéries fossiles. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, Mars est l'objet d'explorations fascinantes avec des robots martiens qui circulent depuis une dizaine d'années maintenant, qui prennent des clichés extraordinaires de Mars. Ils transportent des petits laboratoires d'analyse chimique pour analyser sur place les roches. Et bon, on n'a pas encore effectivement la preuve, on n'a pas trouvé de bactéries fossiles sur Mars, mais on a exploré qu'un tout petit peu la surface martienne, et puis le sol en surface. Mais donc il y a des espoirs. La NASA est très confiante dans le fait que dans quelques années, on aura peut-être effectivement la preuve qu'il y a bien eu des bactéries sur Mars. Mais ce n'est pas garanti. Alors on peut se demander maintenant, mais oui, alors au-delà de Mars, est-ce qu'il y a des espoirs qu'il y ait des formes de vie dans le système solaire? Eh bien, récemment, on a compris qu'il y avait effectivement des espoirs très prometteurs grâce aux satellites des grosses planètes gazeuses. Vous savez qu'à partir de Jupiter, Saturne, etc., on a des planètes à l'état gazeux, de grosses boules d'hydrogène froid, qui n'ont pas de surface solide, donc on ne peut pas imaginer de la vie dessus. Mais en revanche, ces planètes sont entourées de tout un cortège de satellites à surface solide, essentiellement des satellites glacés. Donc ici, c'est une image spectaculaire de Europa, qui est un gros satellite de Jupiter, et en haut, vous avez Encelade, qui est un satellite de Saturne. Dans les deux cas, la surface de ces objets célestes, c'est de la glace. Dans ces deux cas, le cœur de ces objets célestes, le centre, est chaud. Donc dans les deux cas, nous pensons qu'il y a un océan liquide, mais subglaciaire, qui n'est pas évidemment à l'air libre, il fait trop froid dehors. Donc il y a la couche de glace, et sous la couche de glace, un océan liquide. Bien, ça veut dire qu'il y a un autre lieu dans le système solaire où il y a de l'eau à l'état liquide. Évidemment, ce n'est pas à l'air libre, mais peu importe. Il y a une source d'énergie qui est l'énergie interne. Il y a la chimie du carbone, qui est universelle, et certains optimistes sont en train de se dire pourquoi n'y aurait-il pas des bactéries, mais vivantes aujourd'hui, non pas fossiles, qui vivent, par exemple dans Europa, les Européens, par exemple, ou dans Encelade. Alors vous voyez les clichés récents pris en Encelade montrent des geysers. Parce qu'en fait, un petit peu comme une bouteille de champagne, il y a de la pression interne et de temps en temps, il y a des jets de vapeur qui sortent. Et quand on mesure la composition chimique de ces jets, on trouve des molécules organiques. Ça veut dire qu'il y a effectivement une chimie du carbone assez élaborée dans le cœur de ces satellites. Alors y a-t-il de la vie? C'est possible, mais bon, ça reste tout de même une extrapolation. Et dans quelques années ou quelques dizaines d'années, quand on aura les moyens, le budget pour monter des missions spatiales
qui seront capables de poser des engins sur ces objets célestes et éventuellement de faire des prélèvements à travers des fractures, parce qu'ici vous voyez des fractures dans la banquise qui permettent peut-être d'accéder à l'océan interne, on pourrait peut-être trouver dans un prélèvement à queue les cousins des bactéries primitives de la Terre. Ce serait évidemment une découverte encore plus spectaculaire que des bactéries martiennes fossilisées depuis plusieurs milliards d'années. D'autres objets fascinants du système solaire qui nous renvoient finalement un petit peu aux conditions de formation du système solaire, ce sont évidemment les comètes. Donc, les comètes, ce sont les vestiges solaires, les vestiges du jeune système solaire. Ce sont en fait des roches et des poussières qui se sont collées ensemble par des glaces, de différentes glaces congelées. Il y a de la glace d'eau, puis il y a d'autres éléments. Et puis lorsqu'une comète s'approche du Soleil, elle commence à s'évaporer, et donc à développer ces magnifiques chevelures. Alors j'imagine que vous avez entendu parler de la mission Rosetta, qui donc une mission fascinante qui a permis donc d'explorer pour la première fois de près un noyau de comète. Donc ici c'est le premier cliché, l'équivalent de ce qu'on appelle un selfie aujourd'hui, c'est la sonde Rosetta équipée de sa caméra au bout d'un bras articulé, qui se prend en photo devant sa cible qui est le noyau d'une comète que l'on voit ici. Et puis donc, le vaisseau Rosetta s'est mis en orbite l'année dernière autour du noyau de la comète, a commencé à prendre des clichés spectaculaires. Ici, on voit le noyau de la comète, à peu près 6 km de long, un terrain très bizarre, extrêmement accidenté, comme vous le voyez, avec donc des clichés pris de près. Et l'un des buts de la mission, il y avait plusieurs buts, l'un des buts de la mission, c'était d'assister au dégazage progressif de la comète, puisqu'à mesure que la comète s'approche du Soleil, elle va chauffer, elle va commencer à s'évaporer, et donc le vaisseau qui tourne autour, Rosetta, embarque des analyseurs chimiques qui permettent donc d'analyser la composition chimique de la matière qui sort de la comète. Et puis le clou de la mission, c'est un petit vaisseau, un module qu'on appelle Philae, qui, le 12 novembre dernier, s'est détaché du noyau de la comète pour aller se poser, s'est détaché du vaisseau spatial pour aller se poser sur le vaisseau de la comète. Donc ça a été toute une aventure extraordinaire que vous avez peut-être suivie à la télévision en direct. Pour une fois, les télévisions, les grands médias s'étaient intéressés à cet événement astronomique. Et donc après maintes péripéties, on a pu avoir des informations à partir de ce petit module posé sur le noyau de la comète. Aujourd'hui, et donc à peu près un an plus tard, eh bien, le vaisseau spatial Rosetta continue à tourner autour et assiste au dégazage. Et ça, c'est une des dernières photos, il y a moins de 15 jours, donc l'actualité de la comète, c'est ça. Et vous voyez donc des puissants jets de gaz. Et derrière cette prouesse technologique, évidemment, la science est derrière, elle cherche à comprendre la composition chimique de la comète, qui est le reflet de la composition chimique du système solaire naissant, puisque la comète s'est formée en même temps que les autres astres du système solaire, mais n'a pratiquement pas changé de nature. Et donc l'observer aujourd'hui, c'est un peu plonger dans la chimie du très jeune système solaire. Et l'une des questions fondamentales, c'est l'eau. Il y a plein d'eau dans les comètes. Est-ce que l'eau des comètes explique l'eau des océans de la Terre, l'eau qui est sur Terre? D'où vient-elle? Et donc certains ont fait le pari qu'elle venait des comètes. Et pour le savoir, il faut accéder à une composition très subtile de l'eau, qu'on appelle composition isotopique de l'eau, et on compare la composition isotopique de l'eau terrestre avec la composition isotopique de l'eau des comètes. Et donc c'est une entreprise difficile, et la mission Rosetta permet de faire ce type de comparaison. Et comme je vous le disais, donc ce type de mission nous amène de plus en plus près, finalement, des conditions de formation du système solaire. Donc la question d'après, c'est comment et quand s'est formé notre système solaire? Alors on avait déjà des idées théoriques là-dessus, dans quelques vignettes simplifiées. On a, il y a quelques milliards d'années, dans un coin de la galaxie, ce qu'on va appeler la nébuleuse présolaire, c'est-à-dire un vaste nuage de gaz, essentiellement de l'hydrogène, avec déjà des poussières, des petits rochers,
qui ont été formés par des générations antérieures d'étoiles. Et puis, suite à, sans doute à l'explosion d'une étoile, vous voyez symboliquement, là, regardez, j'ai fait apparaître une étoile, je dirais très bientôt que les plus grosses étoiles, en fin de vie, explosent d'une façon spectaculaire, on appelle ça des supernovas, libèrent une énergie énorme et libèrent également, éjectent de la matière à grande vitesse. Et lorsque l'onde de choc de cette explosion atteint un nuage interstellaire, il peut déclencher sa contraction. Donc c'est en quelque sorte l'idée de la mort explosive d'une étoile va déclencher l'accouchement d'une nouvelle étoile. Et donc voilà, le schéma c'est ça. Donc une fois que l'onde de choc atteint la nébuleuse présolaire, elle se contracte, elle rentre en rotation, elle s'aplatit, le cœur va devenir le Soleil, à la périphérie on a des anneaux gazeux et les grumeaux dans les anneaux vont se condenser et vont progressivement former les planètes. Voilà, ça c'est le schéma théorique. Alors on observe aujourd'hui que ça semble bien plus ou moins dans les grandes lignes se passer comme cela ailleurs, puisqu'aujourd'hui on est capable d'observer au télescope des systèmes solaires en train de se former. Ça semble marcher, bien. Alors maintenant, pour en revenir à notre propre système solaire, on aimerait quand même avoir des témoignages, des vestiges de ce qui s'est réellement passé chez nous. Eh bien, on en a. Grâce au fait qu'il y avait déjà dans la nébuleuse présolaire des poussières et des cailloux qui se sont agglomérés, condensés, mais qui n'ont pas été incorporés ni dans le Soleil ni dans les planètes. Ils sont restés à l'état de cailloux qui se sont promenés dans le système solaire, et de temps en temps, certains arrivent sur Terre. On appelle ça des météorites, les pierres qui tombent du ciel. Donc certaines des météorites que nous recevons, pas toutes, mais certaines des météorites, viennent de la nébuleuse présolaire. Ça veut dire qu'elles ont l'âge de la nébuleuse présolaire. Or, on a des méthodes pour dater les roches. Alors, il se trouve qu'on a reçu plusieurs météorites d'origine présolaire, notamment une célèbre météorite qu'on appelait la météorite Allende, qui est tombée en 1969 au Mexique. Donc on a récolté des milliers de fragments de cette nature, et dans ces fragments, il y a des isotopes radioactifs qui permettent de dater la roche. Et donc en faisant ces datations, en faisant des recoupements, on a l'âge de notre système solaire, c'est 4,566 milliards d'années. Donc ces météorites-là sont des véritables actes de naissance de notre petit monde à nous. Dans un acte de naissance, on s'attend aussi à avoir non seulement la date de naissance, mais l'identité des parents. Et bien d'une certaine façon, on a aussi, grâce à des analyses encore plus subtiles des isotopes radioactifs, une idée que les précurseurs du système solaire, c'est bel et bien une grosse étoile, une supernova qui a explosé, puisque les modèles théoriques d'explosion de supernova nous disent qu'il y a également des particules qu'on appelle des rayons cosmiques émis par la supernova, qui vont frapper les grains de poussière du milieu interstellaire et changer leur composition chimique de façon très précise, et c'est exactement les éléments radioactifs qui sont calculés se retrouvent dans la météorite. Donc il semble bel et bien que notre système solaire est né grâce à l'explosion d'une supernova il y a 5 milliards d'années. Alors on va maintenant sortir de notre système solaire pour aller progressivement dans le monde des étoiles, et donc toujours également plus loin dans l'espace, avec ce grand sujet, ce qu'on appelle les planètes extrasolaires. La vieille question, est-ce que finalement les étoiles dans le ciel, c'est comme le Soleil? Déjà à l'époque, c'est au XVIe siècle qu'on a commencé réellement à comprendre ça, grâce aux travaux de Galilée, de Kepler, puis de Newton. On a commencé à comprendre que les étoiles qu'on envoyait dans le ciel, c'était probablement des soleils à part entière. Donc, on se disait, il est probable qu'il y ait des planètes autour. Mais le problème, c'est que les planètes, on ne les voit pas à grande distance. On est ébloui par les étoiles. Et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, que l'on a eu enfin les moyens télescopiques de découvrir les planètes dites extrasolaires, qu'on appelle aussi les exoplanètes. Alors là, vous voyez par exemple un système solaire en formation, un système à 60 années-lumière. On a caché par un masque le rayonnement de l'étoile qui aurait tendance à éblouir, et grâce à ce masque, on voit effectivement un système solaire en formation, un disque de poussière et de gaz par la tranche dans lequel il y a déjà des grumeaux, et puis à travers le masque, on voit un objet qui s'est formé tout près de l'étoile,
et c'est une grosse exoplanète, une sorte de Jupiter chaud, comme on l'appelle, c'est une grosse planète gazeuse qui s'est formée tout près de son étoile. Alors dans ces planètes, dans ces exoplanètes, on s'intéresse aujourd'hui à ce qu'on va appeler les exotères. C'est-à-dire ce seraient des planètes ressemblant à la Terre. Donc des planètes pas trop grosses, pour être rocheuses et non pas gazeuses. Et puis en plus, on va s'intéresser aux planètes qui sont situées dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Autour d'une étoile donnée, si vous voulez, si vous êtes trop près, il fait trop chaud. Donc vous ne pouvez pas avoir de l'eau à l'état liquide. Si vous êtes trop loin, il fait trop froid, tout est glacé. Mais il y a une zone où théoriquement, on peut avoir de l'eau à l'état liquide. Donc on va appeler ça une zone d'habitabilité. Évidemment, ça ne garantit absolument pas que ce soit habité, mais déjà, c'est une condition plus ou moins minimum pour qu'on ait de l'eau à l'état liquide et donc peut-être de la vie. Et donc on s'intéresse aux exotères potentiellement habitables, et il se trouve qu'on a aujourd'hui des télescopes spécialisés dans la recherche des exotères, notamment le télescope justement dénommé Kepler, qui fait des découvertes fascinantes, et encore récemment, des systèmes entiers dans lesquels il y a des exotères qui gravitent à l'intérieur de la zone potentiellement habitable autour de l'étoile en question. Alors ça ne répond toujours pas évidemment à la question est-ce que ces planètes sont effectivement habitées? Le saura-t-on un jour? Peut-être à distance, parce que les astrophysiciens et les biologistes ont mis au point un test, comment dire, une sorte de signature chimique de la présence de vie par la modification de la composition chimique de l'atmosphère. Si vous avez des formes de vie vivant à la surface d'une planète, eh bien l'atmosphère, la composition chimique de l'atmosphère est changée, notamment à travers la présence d'oxygène. Et donc on a des projets expérimentaux qui, vers 2025, vers 2030, devraient être capables de mesurer la composition chimique des exotères, et si l'on trouve des éléments chimiques particuliers comme l'ozone ou l'oxygène, eh bien on aura probablement la confirmation que ces planètes sont habitées. Parfois on ne le saura pas, des bactéries, des pieuvres géantes, des éléphants roses, tout ce qu'on peut imaginer. C'est probablement pas ça d'ailleurs, probablement des bactéries évidemment, mais en tout cas ce sera de la vie, et la question serait réglée enfin de la vie dans l'univers. Alors on revient maintenant sur le chemin de l'astrophysique avec les étoiles. Voilà un beau cliché qui montre un champ d'étoiles de notre galaxie. Et puis dans les clichés normaux, on voit du noir entre les étoiles, et on a souvent tendance à penser qu'il y a du vide entre les étoiles. En fait, il n'y a pas du tout de vide dans les étoiles. Une galaxie, c'est pas simplement 100 milliards de petites boules qui seraient des étoiles séparées par du vide. C'est un vaste système en fait essentiellement gazeux. C'est-à-dire les étoiles baignent dans du gaz, on appelle ça le milieu interstellaire. Ce gaz brille, mais il brille très peu, donc notre œil ne le voit pas. Mais grâce au grand télescope, il y a des temps de pause photographiques très longs, on voit apparaître le rayonnement qu'il y a du milieu interstellaire, et on a ces magnifiques images que l'on peut admirer donc, dans les atlas d'astronomie, où l'on voit qu'effectivement, il y a bel et bien les points brillants des étoiles, mais entre les étoiles, il y a ces gigantesques structures gazeuses, magnifiques, avec des couleurs qui sont le reflet de température, de composition chimique, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça réellement de quoi est constituée une galaxie. Et donc on a des clichés tous plus étonnants les uns que les autres de ces structures gazeuses. Ça c'est une région de notre galaxie, accessible tout à fait à des télescopes amateurs, dans la direction de la célèbre constellation d'Orion. Et on a ici une structure bien connue des astronomes amateurs qu'on appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Évidemment ici on la voit de très loin, on n'a pas idée, mais cette structure fait à peu près une centaine d'années-lumière de hauteur, juste cette structure-là. Avec des télescopes très puissants, par exemple le télescope spatial Hubble, on a des visions beaucoup plus rapprochées de cette structure. Je vous montre l'une de ces visions-là. Vous voyez? Et puis la toute dernière vision, grâce à combinant des observations de plusieurs télescopes, y compris le télescope européen du Chili, voici la vision la plus rapprochée que l'on peut avoir de la nébuleuse de la tête de cheval. Vous voyez, cette structure gazeuse. Alors si je vous montre ça, c'est pas seulement pour la beauté des images, c'est parce qu'en fait c'est grâce à ces structures gazeuses que l'on va comprendre la façon dont les étoiles se forment carrément. Elles se forment donc par condensation de grumeaux dans ces vastes nuages interstellaires. Alors ça c'est un autre cliché magnifique, et on va s'intéresser à cette région-là. Dans cette région-là, on va regarder d'un peu plus près ce que ça donne. Ça donne ça.
Vous avez 3 piliers gazeux de quelques années-lumière de hauteur, qui ont rassemblé également de la poussière, donc c'est pour ça que par contraste c'est sombre. Ça ressemble presque à des blocs solides dans l'espace, mais en fait c'est incroyablement vide. Ces blocs-là sont plus vides que ce qu'on fait au laboratoire terrestre quand on fait de l'ultra-vide. Il y a encore beaucoup plus de particules que là-dedans. Mais malgré tout, par rapport au reste, c'est plutôt plein. Hein, c'est toujours un changement de perspective. C'est tellement plein qu'en fait, c'est là-dedans que vont se former les étoiles. Par exemple, si on regarde un peu plus en détail, le sommet d'un pilier, voilà, on voit des excroissances, et l'une de ces excroissances, par exemple, la condensation, c'est une étoile en train de se former. Donc on assiste en quelque sorte donc, en direct à la formation d'étoiles. Après, il faut comprendre comment évoluent les étoiles. À partir du moment où elles se forment, on a une grande boule de gaz, essentiellement d'hydrogène, qui commence à briller parce qu'elle se contracte. Puis là, il y a un moment clé dans la vie de l'étoile, où l'étoile va atteindre le stade, disons, adulte, le stade atteint par le Soleil. Le stade adulte, c'est le stade auquel la température centrale de l'étoile, qui augmente à mesure que l'étoile vit, atteint cette valeur-là, 15 millions de degrés. À partir de là, ça se stabilise pendant longtemps, puisqu'à 15 millions de degrés, le constituant principal de l'étoile, qui est de l'hydrogène, rentre dans des réactions de fusion thermonucléaire. Des réactions thermonucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium et en libérant une petite partie de la masse en énergie. Ce qui s'explique pour moitié l'énergie du Soleil. L'autre moitié étant évacuée par les neutrinos. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé au début, on a des détecteurs de neutrinos qui vérifient bel et bien que le réacteur nucléaire solaire émet la moitié de son énergie sous forme de neutrinos et l'autre moitié sous forme de lumière. Donc le Soleil fonctionne comme cela, dans un état de relatif équilibre entre l'énergie sortante et puis le poids des couches. Voilà. Et il arrive un moment forcément où le carburant s'épuise. Et donc l'étoile va rentrer un peu dans des stades, va sortir de son état stable d'évolution et essentiellement va aboutir sur un phénomène de ce type-là. Ici donc c'est l'image d'une étoile moribonde, une étoile de type solaire. Donc ça nous donne une image de ce que deviendra le Soleil dans quelques milliards d'années. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand le carburant, l'hydrogène s'épuise, l'hélium aussi, l'étoile se met à gonfler. Elle se dilate, elle se dilate. Elle devient ce qu'on appelle une géante rouge. Géante parce que son volume devient gigantesque. Vue de loin, elle refroidit un peu en surface, donc elle devient rougeâtre. Parce qu'on observe déjà dans le ciel des étoiles parvenues à ce stade. Elles sont rougeâtres. Mais vu de près, ça ressemble à ça. Et donc c'est une étoile moribonde parce que la bulle de gaz que vous voyez, c'était l'enveloppe de la géante rouge qui finit par se diluer dans le milieu interstellaire. Et le point brillant central, c'est le cœur de l'étoile qui s'éteint progressivement, le réacteur nucléaire qui va s'éteindre progressivement et va se contracter pour donner une sorte de cadavre d'étoile, extrêmement condensé. Donc c'est ce qui arrivera au Soleil dans 3 à 4 milliards d'années. Donc on peut comprendre que le sort final également de notre planète est évidemment lié au sort du Soleil. Et on a calculé que dans son stade d'extension maximale, notre Soleil géante rouge englobera l'orbite terrestre, très probablement. Donc si la Terre est encore là, elle finira fondue dans les couches extérieures du Soleil. Rassurez-vous, ce n'est pas avant 4 à 5 milliards d'années, on aura le temps d'évacuer largement. Bien. Cette histoire concerne 90% des étoiles dans l'univers, c'est vraiment le sort quasiment universel. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante, parce que ces étoiles-là, qu'est-ce qu'elles fabriquent? Elles fabriquent quand même 2 éléments bien intéressants, qui sont le carbone et l'azote, et l'oxygène. Mais pas plus. Pas plus. Les réactions nucléaires ne vont pas assez suffisamment loin pour fabriquer les autres éléments. Heureusement qu'il y a ça. Et ça, c'est quoi? Ce sont les explosions de supernova. À peu près une étoile sur 10 est suffisamment massive pour connaître une évolution plus rapide et une fin beaucoup plus brutale et spectaculaire. On voit à l'œil que c'est plus spectaculaire, une véritable explosion qui déchire les couches gazeuses des étoiles et va les projeter à grande vitesse dans le milieu interstellaire. Et l'énergie est tellement gigantesque qu'en fait l'étoile, elle a fabriqué, avant d'exploser, elle a fabriqué toute la panoplie des éléments chimiques, les atomes, que nous connaissons. Et ces atomes-là, ils se retrouvent dans les vestiges gazeux. Cette bulle de gaz va se répandre dans l'espace.
Alors ça, je vous montre, ça c'est une supernova relativement récente, elle a à peu près 1000 ans d'âge, donc elle est encore toute jeune, donc elle est toujours en explosion. Et ça, je vous montre un vestige plus ancien, un petit bout d'une explosion de supernova, avec ces ondes de choc qui se propagent dans l'espace, et qui embarquent dans l'espace toute la chaîne des éléments chimiques que nous connaissons, du carbone jusqu'à l'uranium. Et ces éléments chimiques vont être injectés dans le milieu interstellaire. Et les nouvelles générations d'étoiles qui vont se former, elles vont incorporer au début les produits de la génération précédente. Donc on voit cette belle histoire d'enrichissement chimique progressif par l'évolution des étoiles qui meurent, qui fabriquent des éléments. Ces éléments sont injectés dans les générations qui se suivent, et ainsi de suite. Et ce qui a fait dire donc de façon poétique, mais en fait ce n'est pas de la poésie, c'est réellement de la physique, nous sommes poussière d'étoiles, c'est cela. C'est-à-dire on a aujourd'hui la compréhension de l'origine de la matière qui nous constitue. Les atomes qui nous constituent, que ce soit le soufre, le potassium, le fer, le calcium, etc. Notre chair, notre sang, et tout cela, et également les éléments qui constituent la Terre, la table, l'ordinateur, les molécules de l'atmosphère, tout ça, ça a été fabriqué dans des étoiles, essentiellement des supernovas, qui ont vécu il y a des milliards d'années, qui ont explosé avant même que notre Soleil ne se forme, et tous les atomes qu'elles ont fabriqués se retrouvent dans la nébuleuse présolaire et se retrouvent aujourd'hui. Donc, c'est une des prouesses de l'astrophysique du XXe siècle que d'avoir réussi à reconstituer l'origine essentiellement de la plupart des atomes lourds qui nous constituent. Un petit mot quand même sur le résidu assez fascinant des explosions de supernova. Lorsque l'étoile explose, le cœur, lui, implose, au contraire. Et dans la majorité des supernovas, le cœur qui implose va former un objet extraordinaire qui s'appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une boule d'environ 10 km de rayon, donc toute petite, mais qui contient la masse d'une étoile tout entière. Ça veut dire que c'est un objet fantastiquement dense. C'est une sorte de noyau atomique géant. Si on pouvait récolter un dé à coudre de la matière d'une étoile à neutrons et le mettre sur la balance terrestre, ça pèserait 1 milliard de tonnes, c'est-à-dire la masse d'une montagne dans un dé à coudre. Donc ça donne une idée de l'état de concentration extrême de la matière. Et ces objets extraordinaires, qui avaient d'abord été imaginés et calculés par des théoriciens, ont bel et bien été découverts par l'observation astronomique sous la forme d'objets absolument fascinants que l'on appelle des pulsars. Alors un pulsar, c'est un objet en fait qui émet un rayonnement radio extrêmement régulier sous forme d'impulsion. C'est-à-dire que ce n'est pas une émission continue, c'est une émission ponctuelle. Et donc l'explication de ces pulsars, c'est qu'en fait l'étoile à neutrons possède deux propriétés. L'une d'entre elles, c'est de tourner très rapidement sur elle-même, avec une vitesse de rotation très élevée. Ça se comprend très bien par une loi simple de la physique, qui explique aussi pourquoi un patineur ou une patineuse accélère sa vitesse de rotation lorsqu'il ramène les bras vers elle. Donc en diminuant de taille, la vitesse de rotation augmente. C'est le cas également pour les étoiles. La deuxième propriété, c'est le champ magnétique. Les étoiles sont magnétiques comme les aimants, et lorsque les étoiles se compriment, le champ magnétique est multiplié par des milliards en intensité. Et donc finalement, on a une sorte d'aimant, une toupie magnétique qui tourne à grande vitesse, et au-dessus des pôles magnétiques, on a un faisceau de rayonnement radio. Et quand le faisceau passe devant la Terre, on détecte le signal radio. Et donc c'est pour ça que c'est extraordinairement régulier, c'est juste la régularité de la rotation du pulsar qui nous fait, nous donne à voir ces étoiles à neutrons. Alors, les pulsars n'émettent pas de son, il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace, mais en fait on peut quand même les écouter d'une certaine façon en transposant le signal radio régulier reçu par ce qu'on appelle les radiotélescopes. On peut transformer les radiotélescopes en des sortes de magnétophones cosmiques et écouter ce qui se passe. Et donc je vais vous faire écouter un pulsar qui est là-dedans. Mais vous ne le voyez pas, le pulsar. Ça, c'est un vestige de l'explosion de supernova qui a produit un pulsar, mais que l'on ne voit pas. Donc les milliers d'étoiles qui sont là n'ont rien à voir. Elles sont juste dans le champ de vue. Mais le pulsar, on ne le voit pas. Mais on l'écoute, on l'entend, on le voit sous forme de radio. Et quand on fait cette petite transposition sonore, on entend un objet qui émet un signal 11 fois par seconde. Et ça donne ceci. Pardon.
Voilà, donc vous avez 11 battements par seconde, chaque battement correspond à une rotation complète de l'étoile. C'est évidemment extrêmement monotone, puisque ce sont des horloges cosmiques fantastiquement précises, ça ralentit de quelques milliardièmes de seconde par siècle seulement. Il y en a d'autres qui ont des rythmes différents. Moi qui suis très attaché aux relations entre l'art et la science, j'ai eu la chance de collaborer il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant avec un grand compositeur de musique contemporaine, Gérard Griset, dans une œuvre musicale et astronomique qui fait intervenir à la fois une musique écrite pour des percussionnistes humains, et puis des étoiles invitées, des guest stars, mais qui sont des pulsars, qui sont captés au moment du concert et dont les signaux sonores se mêlent aux signaux joués par les hommes. C'est une œuvre qui permet également de relier le temps des hommes au temps des étoiles, des temps qui semblent très différents, mais par l'intermédiaire des pulsars, on peut les unir voilà, de cette façon-là. Reste maintenant un troisième cas de figure, peut-être le plus fascinant en tout cas pour les théoriciens. Peut-être une étoile sur 10 000 est une sorte de monstre massif qui évolue très rapidement. Ici vous voyez une de ces étoiles condamnées à court terme, c'est une énorme étoile de notre galaxie qui est déjà en très mauvaise santé, ça se voit tout de suite. Elle va exploser. Quand elle va exploser, c'est pire qu'une supernova. Ça s'appelle une hypernova, c'est-à-dire ça va donner une énergie phénoménale, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le cœur de cette étoile. Il va s'effondrer. Oui, sauf que nos théories de l'astrophysique nous disent qu'au-dessus d'une certaine masse critique, un cœur d'étoile qui s'effondre ne peut plus former une configuration solide comme l'étoile à neutrons ou le pulsar dont je vais vous parler, mais c'est indéfiniment écrasé. Et donc ça prédit la formation de l'objet le plus extraordinaire de l'astrophysique, qui est le trou noir. Alors évidemment, après, pour comprendre réellement ce qu'est un trou noir, il faut rentrer dans des considérations un peu plus compliquées qui font intervenir la théorie d'Einstein, dont j'ai parlé très brièvement au début. C'est-à-dire que, en fait, le trou noir, c'est une déformation, une sorte de puits gravitationnel qui va se creuser dans en quelque sorte, le tissu même de l'espace. L'espace, dans la relativité générale, il n'est pas rigide, il est élastique. Et quand vous mettez une masse dans cet espace-là, le tissu est courbé. Voilà. Et donc, quand vous mettez une masse extrêmement importante ou extrêmement dense, le tissu peut être tellement courbé qu'il va creuser une sorte de puits. Un puits de gravité. Si vous franchissez le bord du puits, vous ne pouvez pas en sortir. Même si vous êtes un rayon lumineux. C'est ça le trou noir. C'est un puits gravitationnel extrême qui provoque, crée une région de l'espace. Si on rentre dedans, normalement, on n'en sort pas. Alors, c'est ça la définition de trou noir, qui avait déjà d'abord été imaginé par des théoriciens. Après, évidemment, les astronomes se disent alors, mais comment on va faire pour observer les trous noirs? Par définition, un trou noir est invisible. Oui, mais sauf que le trou noir, il va être entouré de matière. Le trou noir, il y a des trous noirs qui sont pas isolés complètement dans l'espace. Et un trou noir qui est entouré de matière, on va le voir indirectement. C'est-à-dire, on va voir la matière qui tombe dans un trou noir. Et la matière qui tombe dans un trou noir va subir des phénomènes que seul le trou noir est capable de lui faire subir. Et donc va émettre notamment des rayonnements caractéristiques qui vont être en fait une signature indirecte de la présence de trous noirs. Alors, avant de faire ce travail, à la fois théorique et observationnel, dans la fin des années 70, j'étais tout jeune chercheur, je commençais donc à travailler sur ce sujet-là, à une époque où les astronomes ne croyaient pas trop encore à l'existence des trous noirs, et j'avais fait un premier calcul théorique sur l'ordinateur de à quoi pourrait ressembler un trou noir entouré d'une structure gazeuse, typique de celle auquel on s'attend en astronomie, et tout ça, ça ne pouvait se calculer que sur l'ordinateur à l'époque, et j'avais obtenu cette image-là. Voilà. Et puis alors donc, ces simulations-là ont été reprises récemment, notamment dans le film que certains d'entre vous ont pu voir, évidemment avec des ordinateurs beaucoup plus puissants, mais grosso modo on a absolument les mêmes types de distorsions d'image créées par la déviation des rayons lumineux autour d'un trou noir. Alors, pour en revenir maintenant à ça, évidemment il n'est pas question aujourd'hui d'avoir une résolution suffisante dans les télescopes pour voir ça d'aussi près, mais grosso modo, on sait qu'on peut observer des trous noirs qui sont justement dans cet état. Ce qu'on va observer, en fait, c'est le rayonnement extrêmement chaud, notamment des rayons X, qui sortent de cette région. Alors pourquoi? Parce que
Ça, c'est pas une vraie image, hein, c'est une reconstruction infographique. Il y a beaucoup de trous noirs qui vivent dans des systèmes d'étoiles doubles. Et oui, parce que les étoiles, la plupart des étoiles ne sont pas célibataires, comme le Soleil, elles vivent en couple. Dans un couple d'étoiles, vous pouvez avoir une étoile normale, c'est-à-dire une boule de gaz, et puis une étoile qui s'est déjà transformée en trou noir. À partir de là, le gaz, l'enveloppe gazeuse, est arraché à l'étoile principale et passe autour du trou noir, va spiraler lentement et va tomber dedans. Et avant de tomber, on montre que le gaz est chauffé à des millions de degrés et émet des rayonnements caractéristiques. Et ces rayonnements sont observés. Et c'est comme ça que l'on pense avoir détecté de façon certaine des trous noirs, distellaires, parce qu'ils ont des masses d'étoiles, dans notre galaxie. On en a 30, mais pour le moment, il y en a quelques millions. Ensuite, l'histoire des trous noirs ne faisait que commencer, parce qu'on a commencé également à se dire qu'au centre des galaxies, il pouvait y avoir un gigantesque trou noir. Non pas un petit trou noir comme ça, formé par des étoiles, mais des trous noirs rassemblant des masses de plusieurs millions ou même plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, au centre de chaque galaxie, à commencer par la nôtre. Et alors, on va traquer le trou noir géant au centre de notre galaxie. Alors, comment fait-on? Eh bien, on observe des étoiles. Ça, c'est un champ de vue très précis autour du centre de la galaxie, qui est représenté par cette croix. On ne voit rien au centre de la galaxie. Mais ce qu'on voit, c'est autour des étoiles. Et les étoiles, elles bougent au cours du temps. Voilà cette animation qui est une véritable, en fait, une succession d'images qui ont été prises, mises bout à bout, ça fait un film, et on voit les images, les étoiles bouger. On fait un zoom, et on va analyser la dynamique générale de cet amas d'étoiles, la façon dont elles bougent, les vitesses. Et après, en reconstituant les vitesses, on reconstitue la masse qui les fait tourner. Il y a une masse invisible qui accélère les étoiles. Seule explication possible de ce qui est observé, et cette masse, c'est celle du trou noir galactique, 4 millions de fois la masse du Soleil. Bon, alors, rassurez-vous, ce trou noir, il est très loin, on ne risque pas de s'engouffrer dedans, mais en tout cas, il a des effets sur son voisinage. Il y a assez longtemps, au début des années 80, enfin dans la décennie 80-90, l'un de mes autres travaux de théoricien sur les trous noirs a consisté à calculer ce type de phénomène. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer autour d'un trou noir géant à l'intérieur d'une certaine zone critique, d'une zone de danger. C'est-à-dire, dans l'intérieur de cette zone, les forces de gravitation sont tellement énormes que tout objet qui pénètre va être brisé. Alors, par exemple, si c'est un astronaute, on ne peut pas lui souhaiter ça, évidemment, il va être étiré sous forme d'un spaghetti. Si c'est une étoile, elle va être écrasée sous forme d'une crêpe. Elle va être aplatie dans son plan orbital. Et l'étoile est écrasée, une crêpe gazeuse évidemment, à force d'être aplatie, elle va être chauffée, elle va finir par exploser et donner une flambée de rayonnement qui peut être donc une signature également indirecte de la présence du trou noir géant. Donc grosso modo, voilà ce qui peut se passer, comme le suggère cette animation un petit peu simpliste. L'étoile va revenir dans le rayon critique, le rayon dit de marée, où les marées gravitationnelles sont tellement gigantesques qu'elles détruisent l'étoile. Et donc voilà, j'avais fait la prédiction de l'existence de crêpes stellaires flambées qui, depuis lors, ont été effectivement découvertes par l'observation astronomique. On observe aujourd'hui couramment des flambées de rayonnement. Maintenant, le développement peut-être le plus fascinant des trous noirs, mais ça, on sort un petit peu de l'astrophysique observationnelle pour aller dans des théories qui restent spéculatives, essentiellement la théorie d'Einstein, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment au fond d'un trou noir, notamment la matière et l'énergie qui tombent dans un trou noir, où ça va? Est-ce que ça reste coincé dans le trou noir? C'est-à-dire, est-ce que le puits gravitationnel du trou noir, est-ce qu'il est bouché ou pas? S'il est bouché, c'est derrière un fond, il y a un nœud qui ferme l'espace et le temps, ça veut dire que toute la matière et l'énergie s'accumulent dans le trou noir et ne peut pas ressortir. On a tendance à penser que c'est la solution la plus plausible. Et pourtant, les équations de la relativité nous suggèrent une autre possibilité théorique, tout à fait surprenante, qui est celle-là. C'est la solution dite du trou de verre, en anglais, wormhole, en espagnol, agujero de gusano. Cette solution nous dirait que dans le tissu élastique de l'espace-temps, ici réduit à 2 dimensions, pour qu'on puisse visualiser, si on a ici un trou noir, le puits gravitationnel, au lieu de se boucher, réalise une connexion avec une autre région de l'univers. Et si on peut passer à travers ce trou,
de verre, cette gorge donc en fait, une sorte de tunnel. Si on peut passer sans encombre, sans être écrasé par des forces de gravitation gigantesques, eh bien on emprunte des raccourcis de l'espace-temps. C'est-à-dire pour aller de A à B, si on se contente de l'espace-temps ordinaire en dehors des trous noirs, il faut faire un gigantesque trajet. En pratique, on est limité par la vitesse de la lumière, comme vous le savez, on n'ira jamais, même à la vitesse de la lumière, on n'ira jamais explorer les étoiles lointaines et encore moins les galaxies. Donc c'est un peu frustrant de savoir que nous vivons dans un univers gigantesque que l'on voit, et de se dire qu'on ne pourra jamais l'explorer physiquement. On pourra peut-être éventuellement sortir du système solaire, aller sur une ou deux étoiles proches, mais guère plus, à cause justement de ces distances phénoménales et de la limitation de la vitesse de la lumière. Oui, mais sauf que si ces choses-là existent, eh bien ce trajet qui normalement pourrait prendre des milliers d'années, il suffirait de quelques heures pour aller de A à B sans avoir dépassé la vitesse de la lumière. On emprunte juste en raccourci une distorsion particulière de l'espace-temps causée par le trou noir. Voilà, c'est ça donc l'hypothèse des trous de verre qui a évidemment inspiré beaucoup de récits de science-fiction. Quand on voit les films de science-fiction avec voilà, les portes des étoiles, Stargate, ce genre de choses. Donc c'est pas de la pure imagination, c'est pas de la pure science-fiction, c'est une extrapolation, disons, de certaines solutions mathématiques faisant appel à des trous noirs et des trous de verre. Alors, je précise, hein, ce sont des solutions mathématiques, rien ne garantit que ça existe réellement dans l'univers, ce sont des possibilités théoriques et il faut développer davantage en fait nos calculs, nos modèles, nos théories de la gravitation et peut-être nos observations pour savoir si les trous de verre existent ou pas dans l'univers. On le souhaiterait évidemment parce que ce serait la seule possibilité peut-être pour arriver enfin à sortir de notre système solaire et explorer les mondes lointains. Alors pour finir, je ne voulais pas être quand même trop long, peut-être 10 minutes, on va rentrer dans le monde des galaxies et pour arriver aux grandes problématiques du Big Bang. Voilà, bon, typiquement on a une belle galaxie, c'est notre grande voisine, la galaxie d'Andromède, une sorte de super voie lactée. Il faut savoir que les galaxies sont assez serrées entre elles, c'est-à-dire très fréquemment elles rentrent en collision. Ici vous voyez une splendide collision entre deux galaxies spirales. Les collisions entre galaxies sont très intéressantes, elles ne sont pas destructives, au contraire, elles permettent de former de nouvelles étoiles. Et oui, parce que les grandes masses de gaz qui sont dans les galaxies se compriment et elles fabriquent de nouvelles étoiles. Bien, alors maintenant, quand on observe l'univers dans son ensemble, j'ai déjà montré ce cliché et je vous ai dit qu'on pense aujourd'hui que l'univers observable comprend environ 1000 milliards de galaxies. Oui, mais la plus grande découverte du XXe siècle, c'est pas seulement qu'il y a beaucoup de galaxies, c'est comment elles bougent, comment elles évoluent ces galaxies. La très grande découverte, c'est que les galaxies semblent se séparer les unes des autres au cours du temps. Alors ça veut dire quoi que les galaxies se séparent? Ça implique que c'est l'espace lui-même qui est en expansion. Donc en fait, ce sont les solutions naturelles des équations de la relativité générale qui calculent l'évolution de l'espace au cours du temps, qui nous disent que l'évolution naturelle, c'est le tissu de l'espace, ici représenté juste à 2 dimensions, se dilate au cours du temps. Donc nécessairement, les galaxies qui sont dedans, les distances réciproques entre galaxies augmentent au cours du temps. Donc on a l'impression, si on est dans une galaxie donnée, la nôtre par exemple, on a l'impression en observant les galaxies lointaines qu'elles s'éloignent de nous. Alors oui, elles s'éloignent, mais ce n'est pas leur vrai mouvement. C'est l'espace qui nous en sépare qui augmente. Donc ça donne la sensation de l'éloignement. Alors, donc ça c'est un acquis qui date des années 1920-1930. Oui, mais alors l'acquis d'après, c'est qu'à partir du moment où le temps montant comme ça, dans l'évolution cosmique, l'univers est en expansion, si on remonte le film à l'envers, on se dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé avant? Eh bien, on va remonter dans le passé, ça veut dire qu'en remontant le film à l'envers, les galaxies se rapprochent, à un moment où elles fusionnent, et il y a un moment où on va aboutir finalement à un état bizarre, comme aujourd'hui on appelle le Big Bang, où finalement tout est concentré dans un volume extraordinairement petit. Et on a une sorte de gaz extrêmement chaud. Voilà. Qu'aujourd'hui, donc je répète, on appelle le Big Bang. Et donc on rentre effectivement dans la description moderne de l'évolution de l'univers à travers les fameux modèles de Big Bang.
Alors attention, là je rentre dans la partie la plus un peu difficile à vulgariser. Très souvent, on imagine le Big Bang comme une explosion primordiale. D'ailleurs, le mot Big Bang veut dire grand boom. Mais en fait, c'est une mauvaise image. C'est pas ça le Big Bang. Hein, ça, c'est l'explosion de quelque chose dans un espace préexistant. Le Big Bang crée lui-même l'espace et crée même le temps, sans doute. Donc le Big Bang, c'est quelque chose de plus complexe. Donc on se fait beaucoup de fausses idées sur ce qu'est réellement le Big Bang. Pour se faire une idée plus juste, je suis obligé de vous montrer un graphique un peu plus technique, c'est celui-là. Ce sont en fait les trois grands modèles de Big Bang qui ont été calculés pour la première fois, il y a un peu moins d'un siècle, par ce russe, Alexandre Friedman, et ce belge qui s'appelle Georges Lemaître. Voilà. Ils ont calculé les solutions des équations de la relativité générale qui permettent de décrire l'univers dans son ensemble, l'évolution de l'univers au cours du temps. Il y a trois évolutions possibles. La première, c'est un univers en expansion puis contraction. Vous voyez, à partir du Big Bang, configuration initiale, l'univers très petit, il se dilate. Nous sommes dans une phase aujourd'hui de dilatation, puisque l'univers est en expansion, et puis ça ralentit, ça se contracte, et ça se termine dans un Big Crunch. Donc c'est un modèle d'univers à durée de vie finie. Mais si certains ont imaginé que ça puisse rebondir. Hein, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Deuxième solution, un univers en expansion perpétuelle, qui va se diluer lentement dans l'espace, et donc va tendre vers le zéro absolu, quelque part. Et donc les étoiles vont s'éteindre et les trous noirs vont se former. Troisième solution, expansion perpétuelle, mais carrément qui s'accélère, avec une vitesse d'expansion qui s'accélère. Et donc c'est un grand débat depuis 80 ans de savoir dans quel modèle on se trouve. Notre univers, c'est quoi? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Et ce n'est qu'assez récemment, il y a moins une dizaine d'années, que l'on a enfin des observations astronomiques suffisamment précises qui nous permettent pratiquement de remonter expérimentalement presque aux conditions initiales de l'univers pour décider sur quelle courbe nous sommes. Et donc en fait, je reviens à cette image initiale que j'avais montrée, le modèle donc, de Big Bang. Voilà, donc à partir de cet état de configuration initiale, l'univers est en expansion et donc va se refroidir en formant des grumeaux. Ce modèle nous dit que pendant à peu près les 400 000 premières années, très précisément 380 000 ans, si on met le compteur temps à zéro au moment du Big Bang, le jeune univers, c'est un gaz tellement chaud et dense qu'il est opaque, c'est-à-dire la lumière ne se propage pas. Donc, on a beau construire le télescope le plus puissant, on n'accédera jamais à cette époque de l'univers. Il faut que l'univers soit transparent pour l'observer. Heureusement pour nous, l'univers est devenu transparent au bout de 380 000 ans. Donc ça, c'est le royaume de l'astronomie. Et donc nos instruments, ils remontent, et ils butent sur ça. Le moment où l'univers est devenu transparent pour la première fois, c'est-à-dire le moment où l'univers a émis de la lumière pour la première fois. Donc le Fiat Lux, l'origine de la lumière, c'est cette époque-là, 380 000 ans après le Big Bang. Par rapport à nous, c'est 13,7 milliards d'années dans le passé, l'origine de la lumière. Et cette lumière initiale de l'univers, à cette époque, l'univers était très chaud. Il faisait 3000 degrés partout dans l'univers. Ben, nous sommes encore dans le vestige refroidi. 13 milliards d'années plus tard, il reste un rayonnement fossile. On appelle facilement le rayonnement fossile. C'est le vestige refroidi, la lumière refroidie de cette lumière originelle. Et quand on en fait une carte, eh bien c'est la carte que je vous ai montrée tout au début, en vous disant qu'en la décodant d'une certaine façon, on avait une richesse d'informations extraordinaire sur l'état du très jeune univers, qui nous permet aujourd'hui, en analysant très précisément la distribution des irrégularités de ce rayonnement, d'accéder aux paramètres fondamentaux de l'univers, son âge, son destin futur, sa composition, sa taille, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des observations très très fines, très compliquées à faire, et récentes. Ça, c'est un télescope de la NASA 2003, et puis tout dernièrement, un télescope européen, qui est la même carte, mais avec plus de finesse, plus de résolution, le télescope Planck, l'une des grandes réussites de la science européenne, avec cette carte datant de 2003.